la bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Qui veut être mon associé? On profite un peu de l'actualité. On avait envie de se poser la question de quelle est la place en fait de qui veut être mon associé dans une stratégie de levée de fonds. Et donc on a vraiment la chance, parce que je mesure la chance de vous avoir tous les trois aujourd'hui, et je vous remercie pour votre présence tout simplement. On a Simon de Rebond. Je vous laisserai vous présenter parce que le temps est compté, on a 1 heure, donc je vais vous laisser vous présenter chacun. Mais Simon de Rebond, Baptiste de Pimpan et Charlotte de Sarbacane qui sont avec nous aujourd'hui. Vous êtes tous les trois passés, c'est votre point commun, je pense qu'il y en a d'autres, mais le plus gros aujourd'hui qui vous réunit, c'est d'être passé au sein de Qui veut être mon associé. Vous avez chacun une expérience différente avec cette émission, c'est ce qui est encore plus enrichissant pour ce webinaire. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et votre activité? Honneur aux filles, Charlotte. Alors donc moi je suis Charlotte Chastan, bonjour à tous. J'ai créé ma boîte qui est une société qui crée des jouets en 2023 et qui s'appelle Sarbacane. Et donc en fait je développe des jouets qui stimulent l'imagination des enfants, qui vont s'appuyer sur des intemporels ou sur le retour aux valeurs simples. Mon produit phare, c'est un kit de construction de cabanes d'intérieur en bois qui s'appelle 1001 cabanes, et c'est le produit avec lequel je suis allée à Qui veut être mon associé. Et tous mes produits sont fabriqués en Europe. Merci. Pour info, j'ai mis dans le chat le lien vers les 3 sites internet, donc si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous retrouverez les liens directement dans le chat. Merci Charlotte. Baptiste, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci Myriam pour cette invitation. Donc Pimpan, nous, c'est une boîte qu'on a lancée avec Carline, c'est un projet familial, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, où l'idée c'est de réduire le plastique dans la maison, des produits du quotidien. Nous, on est spécialisé sur les sujets de l'hygiène et de la maison, et on propose des produits en poudre à reconstituer principalement. Voilà. Et effectivement, on est passé dans Qui veut être mon associé il y a bientôt 1 an, jour pour jour. Et l'idée de notre projet à ce moment-là, c'était justement de montrer la vision industrielle qu'on avait du projet et de l'usine qu'on allait ouvrir sur les prochains mois. Voilà. Je n'en dis pas plus pour tout de suite. Super, merci Baptiste. Simon, je te laisse te présenter. Simon qui a également été récemment, qui a rejoint l'incubateur, donc qui est incubé avec le projet Rebond au sein d'Aconeo. Je te laisse présenter Rebond. Ouais, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation également. Trop cool de reparler de cette expérience et de l'émission. Ça fait une vraie replongée en arrière. Content aussi d'être avec Baptiste et Charlotte. On s'est suivis depuis le passage, donc très chouette. Moi, je m'occupe de Rebond, du coup. À travers Rebond, on a voulu challenger les matériaux utilisés et les process de fabrication sur du ballon de sport, avec le constat que les ballons, aujourd'hui, c'est des produits qui sont polluants. C'est des objets aussi de consommation de l'autre côté. Donc on a travaillé avec le prisme de fin de cycle de vie du produit, dans le but d'arriver à un concept qu'on appelle nous ball to ball, donc refaire des ballons neufs avec des ballons anciens. Et on travaille le produit pour se faire sous 2 gammes. On a une gamme très artistique, via laquelle on va faire des collaborations avec les clubs pro, avec des artistes. Vraiment un objet de décoration et de collection. Et on a une gamme très technique où on va chercher la labellisation FIFA, avec laquelle on équipe la Coupe du Monde des moins de 16 ans, par exemple. Et ouais, en effet, passé sur Qui veut être mon associé l'an dernier, dans une stratégie de levée de fonds aussi, mais je pense qu'on va y venir. On y est plus, super. Merci à tous les trois pour votre présentation. Je vais commencer avec mes questions. Ma première question, c'est de savoir pourquoi vous avez décidé de participer à l'émission. Est-ce que vous vous êtes inscrit seul? Est-ce qu'on est venu à vous? Pourquoi vous êtes retrouvés sur ce plateau télé? Ça s'adresse à vous trois. S'il y en a une qui veut commencer le bal, je vous laisse libre. Bon, allez, je prends la main. Alors, moi, le pourquoi de l'émission, en fait, aussi bizarre que cela puisse paraître, je vais dire quelque chose que j'ai peut-être pas beaucoup dit, mais l'émission, je l'avais jamais vue. Je l'avais jamais vue avant de passer. Et même avant d'être sélectionné, ça a été une mise en relation avec, disons, des sortes
pas de chasseurs de tête, mais ils vont chercher des projets qui puissent couper aussi avec les missions. Et je pense qu'on les représente bien parce qu'ils cherchent souvent des produits physiques, pour que, évidemment, en plateau, ça puisse visuellement se voir, être touché par les investisseurs et être plus parlant pour les téléspectateurs. Et en fait, j'ai eu une mise en relation avec une de ces chasseuses de tête ou de projet. Et en fait, moi, j'étais déjà sur la fin de ma levée de fonds. Parce que Rebond cochait plusieurs cases pour aller lever des fonds, que ce soit du Made in France, de l'industrialisation, le côté très RSE, éco-conception. C'est quand même des tangentes sur lesquelles les investisseurs aujourd'hui aiment bien aller. Et la société avait 2 ans, donc j'avais beaucoup travaillé sur la réalisation de l'image de marque, sur la R&D. Mon but, moi, c'était d'arriver en période de levée de fonds avec un produit fini. Je voulais pas arriver juste avec une idée et de dire voilà l'idée, voilà ce qu'on veut en faire. C'était de montrer que le produit était déjà abouti, qu'il y avait déjà des étapes de R&D de franchis, qu'il y avait déjà du marché pour faciliter cette levée de fonds tout simplement. Et donc j'étais déjà en instruction avec des fonds nantais. J'allais pas chercher une enveloppe énorme en levée de fonds, de mémoire j'allais chercher 450 000 euros. Et avec ces fonds nantais, j'étais rendu au dernier rendez-vous d'instruction, donc à 95% derrière il allait y avoir les tours de table et les montants investis dans le projet. Et c'est le moment où il y a eu le go de l'émission qui a dit nous on veut faire un tournage avec Rebond et on aimerait bien que vous veniez. Et pour être honnête, au début je me suis dit non, en fait j'ai plus besoin. Et c'est plus mes proches autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, qui m'ont dit mais vas-y, ne serait-ce que pour l'expérience, ça peut être chouette. Et en fait j'y suis allé comme ça. Alors à partir du moment où j'ai dit oui, on rentre dans le jeu en fait. On rentre dans le jeu du truc parce qu'on a envie d'avoir des go en plateau. Et puis de juste l'expérience, moi je me disais attends, si tu peux avoir le choix des investisseurs derrière, c'est quel luxe quoi. Donc en fait j'ai mis en pause les levées de fonds qui étaient en dernier rendez-vous d'instruction avec les fonds, avec les BA. Et je suis allé à cette émission. Et il faut savoir que même s'il y a un tournage qui est fait, même si vous êtes filmé, on n'est pas sûr d'être diffusé. Donc pour être diffusé, je fais quelque chose j'ai essayé de créer un instant télé, comme on dit. Donc c'est pour ça que je suis venu avec Djibril Cissé, entre autres, sur le plateau, en me disant il y aura peut-être plus de chances d'être diffusé, sachant que l'autre aspect qui fait que vous êtes diffusé, souvent, c'est quand il y a un go et que vous avez plus de chances d'avoir une diffusion. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant d'avoir tourné. Donc, pour mettre toutes les chances de mon côté, je suis venu avec du renfort et avec Djibril Cissé. Et avec le but, quand je suis arrivé sur le plateau, de me dire, en fait, sur mon projet, évidemment, il faudrait un sportif, un autre sportif. Il y a déjà Djibril Cissé, et si j'arrive à séduire Tony Parker, je m'étais dit que ce serait incroyable. Ça ferait une équipe de numéro 9 en plus, donc c'était parfait. Et voilà, donc moi j'y suis allé dans ce contexte-là, initialement, grosse opportunité. Au début, l'envie d'y aller pour l'expérience, et puis petit à petit, en fait, on se prend en jeu, on se dit, mais non, en fait, il faut aller chercher tel investisseur. Et puis, dans le pourquoi aussi, je pense qu'on va tous se rejoindre là-dessus, mais il y a l'aspect communication, de se dire, il va y avoir une grosse diffusion, donc ça va permettre une visibilité, mettre le projet en avant. Et l'impact com, peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est vrai qu'il est très très fort. Merci. Merci Simon. Avant de continuer mes questions, je vous laisse la parole, Charlotte. La raison pour laquelle je suis venue à l'émission. Alors, donc moi, en fait, c'est une des responsables de casting, c'est les profils que Simon a appelés des chasseurs de tête, donc qui m'ont contacté parce qu'elle avait repéré la marque en fait sur les réseaux sociaux. Quand ça m'a été proposé de participer, initialement, j'ai pas mal hésité, notamment parce que j'avais peur d'être dans une phase vraiment trop amont en fait de mon aventure et de mon entreprise. En fait, ça faisait même pas 6 mois que j'avais lancé. Donc, je me disais, je sais pas si je suis prête à présenter quelque chose, si je vais être assez avancée par rapport à ce que j'avais pu voir des projets qui étaient passés les années précédentes, etc. Et en fait, en y réfléchissant avec mes proches, etc., je me suis dit que c'était quand même une opportunité qui se représenterait peut-être pas, qui était vraiment une chance, et que même si j'arrivais pas à lever des fonds, ce serait de toute façon une opération de communication intéressante.
Donc, mon raisonnement, c'était vraiment que j'avais rien à perdre à participer, à part peut-être le risque de me ridiculiser devant beaucoup de monde. Mais bon, voilà, c'était plus un enjeu d'arriver à relever le défi. Et qu'en tout cas, pour mon entreprise, ce serait forcément une mise en lumière intéressante, si tant est que j'arrivais à être diffusée, comme le disait Simon. Donc voilà, suite à cette prise de contact, j'ai accepté. Puis je me suis dit, de toute façon, là, c'est une étape très amont. C'est pas du tout dit que ça aille au bout, donc ça coûte rien d'avancer en fait dans le casting, de faire les étapes préalables. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, en fait, j'ai passé les différentes étapes de sélection et jusqu'au moment où on nous annonce qu'effectivement, on va participer au tournage, etc. Donc tous les deux, vous avez été chassés. Est-ce que c'est aussi ton cas, Baptiste? Et oui. Et oui. Ouais, on a été chassés. En fait, nous, on n'avait pas du tout dans l'idée de postuler. Je crois qu'on avait postulé 2 ans avant. On n'avait pas eu de retour spécialement. J'ai fait un post sur LinkedIn sur la semaine de 4 jours, qui a été vu par plusieurs millions de personnes. Ça a été un post ultra viral, dont des personnes de la production qui du coup m'ont passé une journaliste qui m'a passé un coup de fil parce qu'il trouvait que c'était un sujet assez intéressant à mettre en avant et ce qui nous a pas empêché de passer. Il y a pas mal d'étapes en fait quand même. Bon, déjà il faut quand même postuler, faut faire une vidéo, nous on a dû refaire une vidéo, tu passes différentes étapes en fait parce que tu passes déjà les premiers je dirais des journalistes peut-être plus que des chasseurs au début, mais du coup après il faut passer la prod, après faut aussi être validé auprès de M6, donc c'est un process qui est assez long. Bon, on est peut-être des exceptions, il y a pas mal de gens qui sont chassés, mais de postuler, c'est pas une mauvaise idée. C'est peut-être rare de postuler et d'être pris la première année, mais ça permet peut-être de se faire repérer ou de comprendre pourquoi on n'est pas pris sur cette année-là. Et nous, on n'a pas hésité trop. Alors déjà, en plus, on était en process de levée de fonds. Nous, on est arrivé assez tard dans le sujet parce que on a été appelé en juillet et on est passé en septembre. Et on était en train de lever des fonds. On finalisait notre levée de fonds. Donc on s'est dit, pourquoi pas garder une partie pour le passage qui va être mon associé. Voilà. C'était plutôt dans cet état d'esprit. Et évidemment, donc il y a le sujet de la levée de fonds, il y a le sujet de l'expérience aussi, parce que c'est un moment assez unique et qui se reproduit pas forcément 2 fois dans une vie, je pense. Parce que c'est vraiment une expérience assez incroyable. Toute la journée qu'on vit avec autant de gens et autant de pression, c'est quand même assez cool à vivre. Et puis évidemment la visibilité qui peut y avoir derrière. Après, c'est vrai, je rejoins Simon, on n'est pas surpassé. Il y a même des grosses boîtes, Kabaya, ils sont passés dans la première saison, ils n'ont jamais été diffusés par exemple. Il y a des énormes projets qui n'ont jamais été diffusés, ce qui n'empêche pas des belles réussites derrière, mais il y a 10-15 projets qui passent en plateau et qu'on ne voit pas. Vous diriez que, je sais pas, c'est une question un peu spontanée comme ça, mais vous diriez qu'il y a un ratio, c'est quoi le ratio de personnes qui vont passer in fine versus le nombre de personnes approchées? Je crois que tu as 5000 personnes qui postulent. Ah oui. Enfin, 5000 boîtes du coup. Okay. Donc 5000 boîtes et tu as 8 passages, 8 x 8, 64 en gros. C'est 8 boîtes par épisode. Encore nous, l'année dernière, ils sont passés à 8 épisodes, avant tu n'avais que 6 épisodes. Donc c'est l'année où il y a eu un peu plus de boîtes. Donc toi, tu as 64 boîtes qui passent au final et ils en ont peut-être... en plateau, ils en enregistrent peut-être 70. Parfois aussi, c'est parce que les boîtes, elles disparaissent. Parce que tu passes en plateau en septembre et tu es diffusé qu'en février, mars ou avril. C'est beaucoup de temps à l'échelle d'une start-up en général. Je vous remercie pour cette première question. Comment dire, Simon, Charlotte, sur le plateau, vos projets ont rencontré un vif intérêt des investisseurs. Je m'adresse à vous deux dans un premier temps. Comment ça s'est passé en fait? Est-ce qu'ils ont signé le chèque tout de suite? Quelles ont été les relations avec les investisseurs? Vous pouvez nous en dire plus?
Vous avez chacun une expérience différente. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes, je parle d'abord à Charlotte et à Simon parce qu'ils ont eu des oui sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui m'ont dit je vous suis. Tout à l'heure, on parlera de l'expérience de Baptiste qui était différente. Et d'où ma question, en fait, savoir comment ça s'est passé, s'ils ont signé tout de suite ou et quelle est la relation aujourd'hui avec ces investisseurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, donc effectivement, moi j'ai eu une offre de Kelly Massol, auprès de qui j'ai levé 50 000 euros. C'était la seule à se positionner. On va dire, ça m'a évité l'embarras de devoir choisir entre plusieurs investisseurs. Ça s'est fait tout de suite avec elle. Donc, ce qui se passe après l'émission, en fait, de mon côté, ça s'est quand même fait assez rapidement. Pardon? Non, il y a un micro qui... Donc, ça s'est fait... Ok. Donc, en fait, le tournage était en octobre et on a signé tout début janvier. Et donc, avec le versement des fonds qui était ta question à cette date-là. Donc, tout s'est fait à peu près en 3 mois après le tournage, dans mon cas. Après qu'on se soit serré la main sur le plateau, il se passe quand même pas mal de choses, faut en être conscient. Dans le montage de l'émission, en fait, ce qu'on voit à l'écran, ça représente au moins assez bien une réalité, c'est que les investisseurs, ils connaissent pas les dossiers avant notre passage, donc ils découvrent les projets, ils prennent une décision assez rapide d'investir ou pas, et on se serre la main et on va se quitter. Et donc à ce moment-là, en fait, ils n'ont encore rien vu de très concret au-delà du speech qu'on a pu faire sur le plateau. Ils n'ont pas non plus de preuves que ce qu'on a raconté n'est pas un peu un embellissement de la réalité. Donc les étapes qui vont suivre, en fait, elles vont être assez importantes pour la réalisation du deal. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que Kelly, de son côté, s'est fait accompagner par une banque d'affaires qui lui a servi de conseil pour l'analyse de mon dossier et pour, on va dire, la due deal qui a suivi. Et moi, j'ai pris contact également avec une avocate spécialisée dans le droit des affaires qui m'a accompagnée pour me conseiller sur les termes du pacte qu'on allait signer. Donc pour moi, c'était une première parce que j'avais pas... En fait, comme je vous le disais, j'ai été contactée à des étapes assez amont. J'avais pas encore vraiment envisagé de levée de fonds. Donc c'était plutôt une opportunité que j'ai saisie. Mais du coup, j'avais vraiment besoin de me faire accompagner pour me mettre vraiment au fait de toutes ces problématiques intrinsèques à une stratégie de levée de fonds. Donc ensuite, il y a eu des échanges, les avocats des deux parties ont rédigé des premières versions du pacte d'associés. Avant ça, en fait, j'ai dû donc fournir un certain nombre d'éléments pour justifier de mon activité, de mon business plan, de mes projections, etc. Et puis on a commencé à négocier les termes de part et d'autre, faire quelques allers-retours, des échanges qui ont été quand même assez rapides. Et puis quand on a été d'accord sur le contenu, on a signé le pacte d'associés et j'ai reçu l'argent comme convenu. Donc je pense que ça s'est fait assez vite aussi parce que Kelly, en fait, elle avait en tête que comme j'avais une activité donc du jouet qui est très liée à l'activité de Noël, elle avait quand même la volonté qu'on ait des certitudes assez rapidement par rapport à la période de fin d'année et la période de Noël. Et donc c'est pour ça qu'elle avait un peu mis le sujet parmi les premiers, de ce que j'ai compris, des différents deals sur lesquels elle a pu s'engager. Donc il a été parmi les premiers qui ont été traités. C'est aussi pour ça que ça a été vite. Je sais que ça peut être beaucoup, beaucoup plus long. Ce qui est chouette, parce que ça aurait pas... Enfin, c'était pas acquis. Et aujourd'hui, tu as toujours une relation avec Kelly? Oui, bien sûr. Donc là, en fait, on a signé donc en janvier 2024. Donc là, ça fait 1 an qu'elle est au capital de mon entreprise. Donc on fait des points assez réguliers. Donc on va dire, en fonction un peu de nos contraintes et agenda personnels, ça peut être tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Et donc on échange sur cette base régulière où moi je lui présente un petit peu où j'en suis, mes projections, mes challenges et voilà, mes réussites. Et puis elle réagit, elle me challenge aussi, elle me fait part de son expérience. Donc c'est ce type de collaboration qu'on a à ce jour. Et tu sens un réel effet accélérateur avec tout ça?
Bah, ce qui est certain, en fait, c'est que moi, ça m'a vraiment obligée à me structurer, à beaucoup plus anticiper, faire des projections, des budgets, formaliser des choses voilà, qui jusque-là, quand j'étais seule dans mon entreprise, pouvaient ne pas me paraître forcément prioritaires. Donc, ça, forcément, cette vertu, enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Donc, ça me donne voilà, ce cadre, en fait, qui me permet de beaucoup plus travailler les choses en amont. Donc ça a été très positif pour moi, pour mieux savoir où j'allais, pour formaliser une stratégie, des objectifs, etc. Et puis, en fait, avoir son retour d'expérience sur des sujets ou des enjeux, en fait, qui sont les miens à ce jour et par lesquels elle est déjà passée une ou plusieurs fois. C'est très riche pour moi, quoi, d'avoir au moins voilà, quelqu'un que je peux solliciter. Je l'ai aussi voilà, parfois en WhatsApp. Enfin, par exemple, là, il y a 10 jours, j'ai eu on va dire un souci à gérer et je l'ai sollicité dans la journée. Elle m'a répondu en fait en me disant voilà comment pour elle ça s'était passé, ce qu'elle me conseillait. Donc voilà, ça c'est des choses que j'avais pas au préalable. Donc, c'est vraiment le cas d'or, finalement, le cas d'usage parfait, c'est-à-dire que tu as été chassé, tu as pitché, tu as levé des fonds, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, tu as un investisseur qui continue et qui t'aide dans ta croissance. Donc, on pourrait dire que tu as eu le cas idéal avec qui va être mon associé. Voilà, c'est ça. Après, il faut pas non plus, je peux pas donner une image trop idyllique. Il faut pas négliger, par exemple, le fait que forcément, comme je disais, ça m'aide à formaliser. Mais il faut aussi avoir en tête que, d'une part, ce qu'on peut peut-être imaginer parfois avant de faire rentrer un investisseur, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui va venir nous aider à prendre les commandes de notre boîte, mais c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions pour nous. Il va nous porter conseil, mais on reste celui qui doit trancher, qui doit savoir prendre les décisions, qui nous paraissent les meilleures pour notre entreprise, donc il ne peut pas se supplanter à nous. Et la deuxième chose, comme je parlais un petit peu de cadre, etc., forcément, faire du reporting, de la formalisation, ça prend du temps. C'est aussi quelqu'un à qui on doit rendre des comptes. Donc voilà, c'est le revers de la médaille, entre guillemets, mais dans mon cas, je pense que ça valait le coup. Merci pour ce partage, Charlotte. Je viens vers toi, Simon, parce que toi, tu as eu 2 oui sur le plateau. Oui, en effet, 2 oui avec Tony Parker, du coup, que je ciblais quand même, et Anthony Bourbon aussi. Et alors, je rejoins Charlotte sur quelque chose, c'est que, en effet, derrière, il y a du temps, une fois qu'il y a le go. Quand on m'en parle, j'ai l'habitude de dire que c'est le fonctionnement d'une levée de fonds classique, en fait, hein. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que d'habitude, sur une levée de fonds classique, il y a des rendez-vous d'instruction, 5-6 rendez-vous d'instruction. Derrière, il y a le pitch final et le tour de table. Et on se tape dans la main si c'est OK, quoi. Là, on se tape dans la main et derrière, il y a les sortes de rendez-vous d'instruction qui commencent. Donc moi aussi, post-plateau, alors très vite, il y a une relation en direct avec eux, avec un groupe WhatsApp et très vite, la mise en relation sur les défis du moment, sur les challenges liés aussi au passage de l'émission, parce que le passage de l'émission a un enjeu stratégique quand même dans la vie de la société, parce que je pense que c'est l'une des meilleures publicités qui puisse exister. Donc, comme quand on prépare une OP de com, on essaie de faire en sorte que les retours soient bons, que les retours sur investissement soient bons, que les investissements soient calculés. Et voilà, donc il y a quelques risques à prendre. Mais en tout cas, là-dessus, très chouette, très vite mise en relation et grosse aide de la part des deux. Et parallèlement à ça, c'est leurs équipes financières, donc un peu comme Charlotte là aussi, c'était pas une banque d'investissement, là c'était leur équipe interne, équipe financière, et qui redemande tous les docs financiers, etc. Et là, ils repartent un peu d'une feuille blanche, en fait. Ils reprennent le projet à zéro, et là, on peut dire que l'instruction commence. En fait, en plateau, il y a un go pour OK, ce dossier, moi, il m'intéresse, et on va le creuser, on peut le prendre comme ça.
Et derrière, derrière il y a l'instruction, quoi. Et sur l'instruction, moi, de mon côté, ce qui était un peu frustrant, c'est que j'avais l'impression qu'ils me posaient les mêmes questions que ce que j'avais eu en plateau. Donc, cette impression de se répéter un peu. Mais de l'autre côté, je comprends aussi que équipe financière qui prend le relais, donc à la limite, il vaut mieux qu'elle parte d'une feuille blanche. Enfin, à leur place, finalement, je le ferais pareil. Il vaut mieux qu'ils partent d'une feuille blanche et se faire leur propre avis hors plateau, parce que c'est vrai que dans le plateau, il y a aussi une ambiance, il y a un truc qui fait que bah, tu es dans le moment, tu es dans l'action, et il y a une petite euphorie des deux côtés. Donc, bah, eux repartent de cette feuille blanche, et là, c'est reparti sur le challenge. Et au bout de 3... Moi, j'ai tourné début octobre. Début janvier, on voit qu'avec Anthony Bourbon, ça ne correspond pas à son type d'investissement. Après, ils m'ont bien expliqué hein, en termes de chiffres et tout, et les investissements qu'eux visaient avec son fonds. Et en effet, c'était pas la même typologie. On a travaillé à voir si on pouvait aussi aller vers des objectifs que eux voulaient, mais là, c'est un accord à trouver entre le porteur de projet et l'investisseur. Et moi, il y a des choses que j'étais pas prêt à bouger dans ma manière de faire, de concevoir le projet. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aurait pas de deal final. Et après, avec Tony, ça a été différent. Avec Tony, on s'est revu plusieurs fois et on continue d'échanger aussi, souvent par WhatsApp, hein, c'est le canal privilégié. Et lui, en fait, ça a été... comment dire, les investisseurs, ils investissent aussi, il y a un enjeu personnel derrière, c'est-à-dire qu'ils le font parce que le projet leur plaît, et ils le font aussi dans une démarche de... Il y a des avantages fiscaux hein, pour eux, et dans sa stratégie de fiscalité, disons que son but à lui était d'investir, était de faire rentrer l'argent sur 2025, donc sur cette année. Donc on s'est mis d'accord là-dessus, et en attendant, on a continué de se voir, on discute toujours sur la stratégie de la boîte, sur les avancées, beaucoup aussi avec ses bras droits, un notamment avec qui je travaille bien. Et en gros, on a presque cette relation de quasi-associé alors qu'on ne l'est pas encore. Et j'espère que tout se signera sur 2025. Après, est-ce que la réalité d'aujourd'hui sera celle... Enfin, la réalité d'hier sera celle d'aujourd'hui? On verra, mais en tout cas, ça se passe très bien dans le relationnel. Moi, j'ai pas un enjeu, comme je le disais, mes levées de fonds, elles sont... Enfin, financièrement, la structure est saine et tous mes besoins financiers sont calés. Donc, ce sera que du plus et surtout il y a un jeu d'image aussi. Hein. Clairement, Tony Parker il peut amener beaucoup sur la société, surtout en tant que sportif et moi travailler en produit de sport. Oui. Donc voilà, ce sera un plus. Ok, d'accord, très bien. Merci Guillaume pour ton échange. Merci, pardon, parce que je vois Guillaume qui n'arrête pas d'entrer et de sortir. Pardon, ça m'a perturbé. Excuse-moi. Merci Simon. Au revoir. Est-ce que je peux vous demander de couper les micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc Simon, quand on écoute ton témoignage, on apprend beaucoup de choses en fait pour ceux qui ne connaissent pas les coulisses. En fait, c'est que même si on a un oui en plateau, on l'a pas forcément derrière après la due diligence. C'est la première chose que l'on apprend. Et la deuxième chose, c'est que finalement, chaque investisseur est structuré différemment. Charlotte parlait de son expérience avec Kelly, qui a fait appel à une banque d'affaires, et on a l'impression qu'elle investit plutôt elle en propre dans ce que tu as présenté, Charlotte. Là où toi, Simon, c'était plutôt un fonds qui était, c'est plutôt structuré en fonds, et tu as du deal digne d'un fonds. Donc il faut, vous avez fait comment pour vous préparer à ça? Vous l'avez vécu normalement comme dans toute levée, ou finalement vous aviez déjà anticipé la chose? Moi, dans mon cas, vu que j'avais déjà fait des rendez-vous avec des BA et des rendez-vous d'instruction, j'étais prêt, quoi. J'étais formé parce que ça faisait 5 mois que je faisais les rendez-vous, que j'avais été challengé. Donc, le dossier, je le connaissais bien, les chiffres, je les connaissais bien. Donc, j'ai été re-challengé, j'ai pris ça comme un défi, quoi. Et puis, j'ai répondu aux questions pour essayer d'aboutir le deal. Mais oui, il faut bien prendre en compte que ça met du temps et c'est des choses qui sont, je pense aussi liées à l'euphorie de l'émission, qui sont un peu oubliées. Du côté des fois entrepreneurs hein, parce que c'est vrai que quand on a un go à l'émission, que derrière il y a des messages qui s'échangent rapidement, il y a une machine qui se met en route déjà, alors que les documents ne sont pas signés, et ça peut inciter à partir sur des investissements en se disant je vais avoir les sous rapidement, donc faut faire attention à ça,
Et tant qu'il n'y a rien de signé, le deal n'est pas closé, comme dans une levée de fonds classique. Oui, c'était prudent. Et puis sur la préparation, moi j'ai beaucoup travaillé forcément avec mon expert comptable sur la partie chiffres. Évidemment, les expériences avec les différents BA, les différents business angels m'ont aussi appris quels étaient les points à bien travailler, à bien connaître, là où je pouvais être challengé. Donc il y a aussi de l'expérience derrière. Et puis sur la partie pitch, moi j'ai travaillé assez seul, ça c'est une partie que j'aime bien et je l'ai répété dans mon jardin avec ma femme, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, Charlotte? Me concernant, moi, comme je le disais auparavant, j'avais pas trop d'attentes sur la manière dont ça allait se passer, donc j'étais très ouverte par rapport à ça. Par contre, donc c'est tout de suite, je me suis fait accompagner par une avocate et c'est vraiment elle qui m'a guidée sur son expérience de ce type d'opération. Et dès nos premiers contacts, en fait, elle a pu me dire, voilà, en principe, ce qu'ils vont pouvoir te demander, le type de documents qu'on peut commencer à rassembler. Donc, avant même en fait d'être sollicitée par les conseils de Kelly, elle a pu m'aider à structurer les choses et à commencer à préparer le type de formalisation qu'ils allaient attendre et les documents qu'ils allaient attendre. Donc, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que je me suis préparée. Donc, expert comptable et avocat, vos alliés, en fait, pour y aller pour tous les deux. Simon, puis ensuite, parce que le temps doit être long pour Baptiste. Je voulais juste rebondir sur l'aspect juridique. En effet, tu le soulignes, Myriam, mais ouais, l'aspect juridique, il est aussi important. On parle souvent des chiffres, connaître ses chiffres, sa stratégie. Et c'est vrai que quand on vient chercher des fonds et avec du dilutif, donc des personnes qui rentrent au capital, il y a aussi l'aspect table de capitalisation qui rentre en compte et de savoir la valeur de sa boîte, combien de pourcents on estime à combien de pourcents on estime ouvrir. Et vous l'avez vu en plateau, souvent il y a des négos. Et sur ces négos, en fait, il faut être assez prêt à savoir, ok, si négocie tant, ça veut dire que moi, potentiellement, j'ai tant de pourcents, il me reste tant de pourcents de la boîte, donc tant de pouvoir. Et je sais que moi, sur l'émission, je suis venu avec, ça se voit pas, mais je suis venu avec une avocate. En fait, dans la salle, souvent, quand il y a une négo, ils vous laissent sortir quelques minutes. Et moi, j'avais pris la décision d'y aller avec une avocate, justement, pour être sûr de mon coup sur cette partie tableau de capitalisation. Voilà, c'était juste ce petit rebond, sans jeu de mots, sur l'aspect juridique de Charlotte. Ok, donc un investissement en fait de votre part, cette émission quand même matériel et humain. Merci pour vos partages d'expérience. Baptiste, je viens vers toi. Ton expérience a été différente parce que les investisseurs en fait, ont dit non en fait sur le plateau et leur retour était musclé pour ceux qui n'ont pas vu l'émission. Est-ce que ça a été désastreux pour ton développement? Je n'ai pas l'impression, mais je te laisse nous en dire plus. Nous, le plus gros risque sur le jour du passage, enfin, la plus grosse déception qu'on avait, c'était, Simon il en a un peu parlé tout à l'heure, c'est le risque, c'est que quand tu ne lèves pas en plateau, c'est globalement les boîtes qui peuvent ne pas être diffusées. Donc c'est ça le plus gros risque parce que il y a une partie où on peut lever des fonds, mais globalement, on est sur une émission de télé qui est la plus puissante pour un projet entrepreneurial B2C, qui s'adresse aux consommateurs. Et le risque de finalement ne pas être diffusé, alors que ouais, c'est de l'investissement, parce que tu te prépares quand même pas mal pour ce passage, il y a un petit peu d'investissement. Et surtout, tu prépares tes stocks pour un passage où potentiellement tu ne vas pas passer. C'est ça qui est difficile. Nous, on a été, je crois que c'est fin septembre ou début octobre, on passe le casting. Et on nous dit qu'il faut préparer vos stocks pour début janvier. Donc, en gros, début janvier, nous, c'est à peu près 3 mois pour préparer les stocks. Donc, tu es obligé de sortir un petit peu de besoin en fonds de roulement sur le projet, sur quelque chose où potentiellement, tu auras la visibilité qui ne va pas arriver. Et un passage qui veut être mon associé, c'est quelque chose qui se prépare fort. Et nous, du coup, on est arrivé on voulait 150 000 euros. C'était pas décisif d'un point de vue financier parce qu'on venait de lever 1,5 million, donc c'était pas décisif pour notre projet. Mais c'était toujours mieux de lever pour la réussite générale du projet. Nous, on a eu 5 non,
pas sur le business model, pas sur les chiffres autour du projet, parce qu'on avait une belle croissance, mais plutôt sur notre approche du travail qu'on avait, qui a été bien mise en avant, parce que c'était aussi c'est pour ça qu'M6 aussi était venu nous chercher sur le sujet. Et nous, on a eu pas mal de... Faut quand même savoir, c'est qu'on parle souvent des investisseurs, mais c'est pas eux qui font l'émission. Il y a 3 parties. Il y a les gens qui vont pitcher, il y a les jurys et il y a la production. Et c'est vraiment 3 parties différentes. Et les jurys sont pas de mèche avec la production. C'est toujours bien de l'avoir en tête parce qu'on pense que c'est les jurys qui font l'émission. Alors que c'est vraiment pas c'est pas le cas. Évidemment, ils ont des affinités particulières parce qu'ils se voient souvent, mais il n'y a pas forcément de lien entre eux. Et du coup, ils savent pas si les boîtes vont lever ou pas en plateau. Et d'ailleurs, les jurys ne connaissent pas non plus les projets théoriquement en amont. Et nous, la prod à la sortie, ils étaient quand même hyper contents de notre passage. Et ils nous ont un petit peu rassurés sur le fait qu'on allait passer. Donc, on a pris le risque de faire des stocks. Et du coup, oui, effectivement, on y allait pour 150 000 euros. Mais pour la petite histoire, c'est qu'en fait, 150 000 euros, c'est ce qu'on a fait en 45 minutes sur notre site internet le jour du passage. Donc, pour nous, ça a été un boom assez fort, cette émission-là. Et effectivement, il y aura eu un avant et un après par rapport à notre projet. Et donc, tu penses, toi, que c'est la production qui savait que ça allait, pas clasher, mais qu'il allait avoir une réaction assez forte de la part des investisseurs? Tu penses qu'ils ont anticipé un peu la chose? Je pense que c'est une émission qui aime bien avoir des thématiques assez fortes, qui aime bien avoir des nouvelles thématiques. Et l'approche du travail était une des nouvelles thématiques, comme des sujets sur... il y a eu une émission spéciale sur l'écologie, il y a eu... donc ils arrivent quand même à... C'est ce que je trouve intéressant avec cette émission-là, c'est qu'ils arrivent à ramener des grands débats à la télé, qui vont dépasser du coup la télé, pour que ça fasse du bruit. Et nous, typiquement, dans notre pitch de base, on ne parle pas de la semaine de 4 jours, donc ils nous ont demandé de le rajouter, donc on l'a rajouté. Et oui, si Tony Parker nous pose une question sur la semaine de 4 jours et ouvre le débat sur ce sujet-là, c'est parce qu'on lui demande de ça, c'est sûr, mais c'est comme ça. Donc ça n'a pas été... Pardon. C'est ce qu'on savait, mais si tu veux, on ne peut pas être frustré de ça parce que la suite a été incroyable pour nous. Donc en fait, c'est pas désastreux d'avoir des noms, parce que alors, des noms, quand vous êtes diffusé in fine, parce que si vous n'aviez pas été diffusé, vous vous seriez retrouvé avec un stock, parce que c'est quand même... Je pense que c'est pas désastreux d'avoir des noms si c'est pas ton produit ou ton positionnement prix ou qui est remis en question. Ouais. Si c'est une approche sociale du travail, c'est pas grave. Oui, c'est fait. Il y a, comment dire, il y a beaucoup de préparation dans ce que vous êtes en train de me dire en amont. Vous avez tous, enfin, non, je pense que c'est plutôt Baptiste, mais insister sur le fait qu'on t'a demandé de préparer des stocks. Non, on ne nous a pas demandé de préparer des stocks. Voilà, d'accord. Quand tu passes à la télé, si tu ne peux pas envoyer au client dans la foulée, on a échangé avec des gens qui sont passés l'année dernière. Quand tu mets 2 mois, 3 mois, 4 mois à fournir les gens, c'est un enfer à gérer. C'était ma question derrière, en fait, c'est parce que même quand on va sur vos réseaux sociaux, quand on regarde votre site internet, tout est super bien organisé. Enfin, vous êtes très fort dans la communication. C'est peut-être pour ça que vous avez été aussi repéré, mais ma question derrière, c'est est-ce que vous avez été aidé par la prod pour préparer tout ça, ou finalement c'est ces appels avec les anciennes promotions? Comment vous réussissez à avoir un tel niveau? Parce que ça vous met tout de suite sur une catégorie de société très structurée. Alors pas qu'en interne avec le reporting, comme le disait Charlotte, mais même en termes de communication, de stock et d'autres. Je dis la prod, ils préviennent pas trop, ils préviennent que 3 semaines avant. Je crois que c'est le minimum légal à la télé pour montrer une diffusion, enfin pour lancer ce qui va passer à la télé. Et ils préviennent au dernier moment par rapport à ça. Donc, tu n'es pas spécialement aidé sur les stocks. Nous, ce qu'on a fait chez Pimpan, c'est qu'on a appelé tous les gros passages des 2 années précédentes.
enfin, qui ont accepté de faire des calls avec nous. Et de voir comment est-ce qu'ils ont organisé leur site internet, quel volume ils ont fait un peu par rapport à leur heure de passage. Et ça te permet d'estimer un petit peu le chiffre d'affaires que tu vas faire. Et tu vois qu'à peu près toutes les boîtes elles font entre 50 et 80 000 euros de chiffre d'affaires le soir du passage. Et parfois ça va un peu plus, tu as 3-4 projets qui vont faire beaucoup plus. Mais ça dépend de ce qui est diffusé. Et si on parle peu de ton produit, tu fais moins de chiffre. J'entends. Je te remercie, Baptiste. Charlotte, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste pour compléter, parce que moi, j'ai pas eu une approche autant de contact avec les anciens participants. Et donc, en fait, pour le coup, quand même, la prod, moi, m'avait donné 2 conseils. Il m'avait dit vraiment de blinder le site internet en termes de capacité à encaisser du trafic. Donc ça, ils m'ont dit quand même à plusieurs reprises. Et effectivement, alors après, Myriam, tu disais, est-ce qu'ils nous demandent de faire du stock? Ils nous demandent rien, ils nous imposent rien, évidemment, mais ils nous en touchent un petit mot quand même pour nous conseiller, quoi. Et donc ça, il l'avait aussi évoqué. Après, moi, pour le coup, j'ai été dans la situation que Baptiste évoque d'être en rupture de stock parce que j'avais, malgré mes projections, j'avais pas anticipé à ce point les commandes que j'allais recevoir, et également parce que je suis passée à minuit et quelques. Donc, je pensais que cette heure de passage me serait quand même un peu défavorable et que du coup, j'avais pas estimé à ce point-là la vague de commandes que j'ai reçue. Donc après, forcément, alors d'une part, mon site internet, malgré ma préparation, a planté. Et ensuite, malgré ce plantage, j'ai été pas mal submergée par les commandes. Tu avais un Shopify, non? Pardon? Tu n'avais pas un Shopify? Non. De toute façon, tous les gens qui passent, il faut mettre un Shopify sinon le site. Ouais, voilà, ça fait partie des retours d'expérience. Mais bon, c'est comme tu dis, Myriam, après, c'est un niveau d'investissement tout de suite à mettre en face que je n'étais pas forcément prête à mettre à ce moment-là. Mais en tout cas, après, on se retrouve à faire des précommandes et à gérer la partie précommande pendant quelques mois. Donc ça, c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps et d'échanges avec les clients, etc. Donc on sait que ces 2 points-là vont être challenging. Et malgré ça, c'est pas toujours facile d'estimer le niveau que ça va représenter par rapport à notre activité actuelle, quoi. C'est un tel pic, en fait, que... Voilà. On s'en rend pas compte. Ouais. Alors, il y a les aléas du direct. Je suis désolée, mon fils est malade. Mais je vais poser ma dernière question pour continuer cette discussion. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience in fine? On a beaucoup parlé d'un exercice de communication, un exercice de visibilité, des expériences heureuses quand même, parce que ce soit un oui ou un non, ça apporte beaucoup donc, dans ce que vous êtes en train de nous dire. Vous pouvez nous conclure et voilà, nous dire la leçon que vous en tirez et peut-être les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient tenter l'aventure. Simon, je te laisse peut-être débuter. Ben, sur la partie expérience, il en parlait tout à l'heure, Baptiste, c'est vrai qu'on vit une journée, en fait, enfin plusieurs journées, une période qui est incroyable, en fait, à partir de la partie tournage sur le plateau qui est assez folle, de la préparation des stocks à la préparation du site internet, jusqu'à la diffusion. En fait, ça passe quand même assez vite. Et on est tenu en haleine un peu tout le long parce que, on en parlait aussi tout à l'heure, mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va être diffusé. Et tu ne sais pas ce qui va être diffusé aussi. Tu ne sais pas ce qui va être diffusé. Et là aussi, tu peux avoir nous, je sais que ça a été une énorme déception parce qu'on est passé un soir. On est passé le même soir, Baptiste. Nous, on est passé le 7 ou 8 février. Ouais, pas le même soir. Non, c'est avec Charlotte qu'on est passé le même soir. On est passé le 14 février, donc le soir de la Saint-Valentin, et le soir de la Ligue des Champions. Donc autant te dire que quand j'ai eu la date, j'étais hyper déçu. Et en fait, là, ça s'est avéré en termes d'audience, je crois que ça a été divisé par 5 ce soir-là. Donc ça, c'est le truc aussi où tu fais tes stocks avec ce qu'on t'avait un peu donné comme chiffre, comme taux de sortie. Et en fait, l'audience joue énormément forcément.
j'en tire aussi une expérience sur le site internet. En effet, tu prépares ton site pour avoir 40, 50 000 visites simultanées. Tu penses être OK. Et puis en fait, au dernier moment, tu te dis, tiens, je ne mettrais pas une pop-up avec un code promo pour inciter encore à la vente et avec un code QVMA. Et en fait, cette pop-up fait aussi planter le site. Donc, on était en lien avec l'agence de com, ça a été réglé en 5 minutes, mais qu'est-ce que représente 5 minutes sur un nombre de personnes qui ont essayé de passer commande, de paniers abandonnés? Tu sauras pas. En termes de chiffres, c'est des personnes que tu récupéreras jamais. Mais ça aussi, c'est une super expérience. Et après, moi, les leçons, je me souviens d'une vague. Alors, je pense que tous les trois, il y a eu un côté hyper sympathie sur nos projets. Il faut savoir quand même qu'il y a des projets, il peut y avoir l'inverse, complètement. Quand ils sont un peu tirés dans les pattes, je pense à la personne qui était passée juste avant moi, la bière sur le sport, le pauvre. Je pense que c'était quelqu'un qui était un peu dans le stress et qui voulait répondre, et ça a été pris comme un peu de l'agressivité. Sauf qu'en fait, en face, les quatre, ils ont sorti un peu la sulfateuse, et derrière, ça peut être un engrenage aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est notre image qu'on expose. Nous, je pense que tous les trois, on a eu la chance d'avoir ce capital sympathie, une émission, une diffusion qui se passe bien, un passage en plateau qui se passe bien. Faut pas regarder Twitter, le soir même, dans tous les cas. Ouais. Ou X maintenant. Mais... C'est clair. Mais je me souviens de cette... j'avais parlé de vague d'amour, mais c'était vraiment ça, en fait. Il y a plein de messages hyper positifs, hyper sympas, et ça, faut le prendre, quoi. Faut s'en servir, et c'est hyper chouette. Et la dernière expérience, c'est l'après. En fait, on avait beaucoup bossé l'avant. Donc, on a parlé du produit, site internet, même dans la com. C'était hyper amusé sur la com. Et vu qu'on passait un soir de Ligue des Champions, on s'amusait à commenter en direct avec l'entrée de Diego Cissé sur le terrain, des trucs comme ça. Et à faire monter la sauce petit à petit sur les jours précédents. Et en fait, l'après, c'est une telle vague. On a beau se le dire et le savoir, mais c'est une telle vague à gérer derrière de commandes, de messages. Ça amène aussi... des propositions de partenariat, ça n'amène pas que de l'activité et que de la vente en direct, ça amène plein de choses autour. Que derrière, moi, si j'avais un peu un retour négatif sur nous, ce qu'on a fait, c'est que la com derrière, on l'a un peu délaissé, alors que si tu arrives à faire perdurer cette vague, et il y a à jouer, il y a à faire avec, c'est encore plus de commandes qui continuent. Parce que tu as toujours cet écho quand même qui se fait, tu as la hausse de la communauté, tu as plusieurs impacts complémentaire à juste le chiffre d'affaires. Et oui, il y a aussi l'après à bosser, quoi. Il y a aussi l'après à bosser. Mais expérience hyper positive et dans le positif, moi, c'est tous ces messages qui m'ont vachement marqué, alors que ce soit de proches et plein de personnes qu'on ne connaît pas, en fait. Et c'est très chouette. Et même après, dans la vie de tous les jours, je me souviens même jusque dans les Pyrénées, en haut d'un petit village, une fermière qui vendait du fromage de chèvre et à me dire mais vous êtes passé à la télé, donc il va être mon associé, c'est vous les ballons, et ça c'est chouette, et les gens sont pleins de sympathie, et juste ça c'est vraiment cool. J'ai une question en commentaire là qui parle d'un pic. Je pense qu'il faut essayer de ne pas le voir comme un pic, mais plutôt l'image d'une vague qu'il faut essayer de laisser la plus haute possible tout le temps, parce qu'en fait le secret des boîtes qui font un bon passage, qui veut être mon associé, c'est qu'elles vont réussir à surfer dessus pendant 7, 8, 9, 10 mois. Donc ça marche beaucoup pour les marques consumer, parce que évidemment, si tu vends du B2B, il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt. Et encore, je crois qu'il y avait les peintures, là, Enercool, là, ça, c'est du B2B, et ils ont quand même bien surfé sur le sujet, les Nantais. Mais du coup... pendant 7, 8, 9 mois, les gens ils parlent que de ton passage, en fait. Les gens qui viennent te voir, les gens, c'est énorme la visibilité qu'il y a. Parce que même sinon, si toi tu as eu moins de monde, tu as beaucoup de gens en replay, et tu as surtout une audience de ces 5-6 millions de personnes en fait qui regardent au final, au global, une saison. Donc c'est des gens que tu touches de manière indirecte ou que tu peux retrouver derrière sur les réseaux sociaux. Et c'est des gens qui vont, entre guillemets, te coûter un peu moins cher au recrutement. Nous, on a une stratégie, c'est qu'on a mis en place un pack sur notre site internet, qu'on a appelé pack Qui veut EMA, qu'on vendait à 39,90, où tu avais dedans nos 10 produits les plus utilisés sur Pimpant. Et on en a vendu 8 ou 9 000 sur le mois. Nous on fait 200 000 euros dans la soirée, et on fait 1 million sur le mois. Donc ça a été vraiment assez important en termes de trafic.
sachant que ce n'est pas du trafic que naturel. On a mis aussi pas mal d'investissements marketing autour de ça. Mais l'enjeu qu'il y a derrière, ce n'est pas d'aller chercher des nouveaux clients, c'est d'aller chercher des clients qualitatifs qui vont réacheter chez toi. Et du coup, nous, on s'est beaucoup concentré sur une métrique. Nous, on a une métrique qu'on regarde beaucoup chez nous en e-commerce, c'est le repeat à 6 mois. Et c'est beaucoup là-dessus qu'on se concentrait. Et ce qu'on s'était dit, c'est si on met nos 10 meilleurs produits, il y a bien 3-4 produits que les gens vont adorer et vont continuer à racheter. Et c'est globalement ce qui s'est passé. Et sur notre site internet, c'est toujours un pack qui veut être mon associé qui tous les jours fait le plus de chiffre d'affaires, alors qu'on est à plus d'1 an et on fait 100% de notre acquisition uniquement sur ce pack aujourd'hui parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui marche le mieux. On a changé le nom du pack au fur et à mesure de l'année. Là, je crois qu'il est revenu pack qui va être mon associé parce qu'on repasse dans 5-6 jours. Mais l'approche, elle est identique. Mais moi, mon plus gros conseil, c'est pas de le voir comme un pic, mais de le voir sur comment est-ce qu'on peut faire pour surfer dessus le plus longtemps possible. Et toi, Charlotte, c'est la question de Gauthier. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est émoi, le pic ou la vague. Alors en l'occurrence, je pense que mon produit il est un peu différent des tiens, Baptiste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de récurrents sur un jeu de construction. Aujourd'hui, je suis assez monoproduit. Donc une fois que les gens l'ont acheté, je me posais la question. T'as peut-être de la viralité par contre, plus que moi. Bah, peut-être. Mais bon, il s'est quand même avéré que j'ai quand même un peu de repeat avec des gens qui se disent bah, ça m'a plu et donc à Noël, je rachète pour d'autres gens, je vais l'offrir, etc. Donc on arrive quand même à créer un peu de repeat. Après, c'est sûr que c'est plus difficile d'être dans une logique. Enfin, les gens ne vont pas racheter et racheter et racheter. Et du coup, j'avais recruté en prévision du passage une personne pour m'aider sur toute la période post-passage, donc qui a été infiniment précieuse. C'est aussi la période où moi je me suis entourée. En fait, il y a, par exemple, jusque-là, tout ce qui était préparation et envoi des commandes, c'est moi qui gérais. Donc, en fait, juste après le passage, j'ai été contactée. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé aussi, mais il y a plein, en fait, de boîtes, je pense, qui font de la veille dans une optique qui se disent tous les gens qui passent, donc qui peuvent être mon associé, ils vont avoir besoin de se faire entourer, ils vont avoir des nouveaux besoins. Et donc, j'ai été contactée par plein de prestataires logistiques, gros hacking, enfin des choses comme ça. Et notamment, un des logisticiens qui m'a contactée, j'ai commencé à travailler avec lui et ça a changé ma vie aussi de ne plus avoir à préparer moi-même et envoyer les commandes. Donc, ça fait partie des choses que j'ai faites en amont. Et du coup, comme disait Baptiste, tu as utilisé ce terme, mais c'est vraiment ça pour moi aussi. Il y a vraiment eu un avant et un après cette émission, quoi. Donc, encore aujourd'hui, dès qu'on est sur des salons, des points de vente, les gens nous en parlent. Donc, en tout cas, j'en tire un bilan positif. Voilà. Bon, c'est génial. Merci à tous les trois pour ce partage d'expérience, de nous avoir parlé aussi simplement, parce que pour beaucoup dans l'écosystème startup, en fait, c'est un Graal quelque part. En tout cas, ça offre énormément de visibilité, ça montre des sociétés abouties. Comme vous l'avez dit, vous êtes chassés, donc c'est quand même qu'il y a des entreprises qui tournent et qui ont touché leur marché. Donc, bravo pour ça et merci de cette simplicité, tout simplement. Il nous reste pas de temps. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. On peut peut-être prendre une question de vive voix si quelqu'un veut poser une question à Baptiste, Charlotte ou Simon. Non, personne. Ce que je vous propose, c'est que dans tous les cas, je vous mets l'adresse contact d'Aconeo. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a des questions qui viennent merci, Mickaël. S'il y a des questions qui vous viennent post-webinaire, on se permettra de vous les transférer à vous trois et puis on reviendra vers vous pour la réponse. Voilà, une belle expérience. Il ne reste plus qu'à regarder la prochaine saison qui commence le 5 février. Je vous souhaite beaucoup de réussite à tous les trois parce que c'est déjà amorcé, mais dans la continuité. Et puis, bonne journée à tous, bon week-end.
Merci pour votre temps et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions s'il y en a par email. À bientôt. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci à tout le monde. Merci.